Nous allons conclure cette conférence avec Maxime Fourne, cofondateur et président de Posia. Maxime est chercheur et ingénieur en intelligence artificielle. Il a occupé des postes clés dans plusieurs entreprises à la pointe de la recherche. Il a notamment dirigé une équipe de scientifiques et d'ingénieurs en deep learning chez Two Sigma. Et durant sa carrière, il a développé des systèmes de compréhension de documents. Il a travaillé sur des modèles de langage. Et il a aussi créé des plateformes d'apprentissage automatique. Alors aujourd'hui, il se consacre à la sécurité et aux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Maxime va donc ce soir vous présenter le fruit de notre travail collectif, une contre-expertise au rapport de la Commission française de l'IA. Merci. Merci beaucoup Gilles pour cette introduction et merci à tous d'être présents ici. Alors, une chose dans laquelle je ne suis pas un expert, en tout cas, c'est en présentation. Donc, je suis un petit peu stressé, mais je suis sûr que ça va bien se passer. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais commencer par cette image qui, je pense, est très représentative d'une division qu'il existe en ce moment dans la communauté scientifique de l'intelligence artificielle. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, nous avons ici, de gauche à droite, le professeur Yoshua Bengio, ou Bengio d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est le directeur de l'Institut québécois d'intelligence artificielle MILA. Au centre, nous avons Geoffrey Hinton, qui a démissionné de son poste de recherche chez Google l'année dernière pour pouvoir parler librement des dangers de l'intelligence artificielle. Et à droite, nous avons le professeur Yann Lequin, qui est le directeur de la recherche chez Meta, anciennement Facebook. Alors, ces trois personnes ont en commun qu'elles ont reçu le prix Turing en 2018. Le prix Turing, c'est un peu l'équivalent du prix Nobel en informatique, pour leur travail sur les réseaux de neurones profonds. Et ces personnes, elles ont quand même un gros désaccord. Donc, à gauche, Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton sont actuellement engagés dans une tournée médiatique mondiale pour alerter sur les dangers de l'intelligence artificielle. Le professeur Yoshua Bengio pense qu'il y a 25% de chances d'extinction humaine à cause de l'intelligence artificielle. Le professeur Hinton pense qu'il y a 50% de chances d'extinction humaine par l'intelligence artificielle. À droite, le professeur Lequin n'est pas très inquiet. Il ne pense pas qu'il y a de risques catastrophiques à cause du développement d'intelligence artificielle. Alors, donc je mentionne des risques catastrophiques, des risques existentiels. Qu'est-ce que c'est que ça ? Merci beaucoup à Patrick et Anne qui nous ont déjà fait une bonne présentation des différents risques qui proviennent de l'intelligence artificielle. Alors, il faut savoir qu'il y a un domaine de recherche qui s'appelle la sécurité de l'IA, qui existe depuis une quinzaine d'années, qui évidemment est très petit comparé à la recherche en capacité de l'IA, et qui s'intéresse justement aux problématiques de compréhension et de contrôle des intelligences artificielles, aux problématiques de l'étude des risques liés à l'intelligence artificielle et aux moyens que nous avons d'atténuer ces risques. Je vais essayer très rapidement de vous faire une petite présentation des conclusions du domaine de la sécurité de l'intelligence artificielle. Alors, au cœur du problème, il y a le fait que, en ce moment, nous sommes dans une phase accélérée de développement de l'intelligence artificielle. Ici, je vous ai mis une figure qui montre les progrès sur toute une variété de benchmarks de différentes IA. Donc, chaque courbe correspond à un type de capacité qu'on essaye de mesurer. Ça pourrait être les compétences en mathématiques, les compétences en programmation, etc. Et on voit que de 2000 à 2010, le progrès était assez lent et ça s'accélère de plus en plus. Et en ce moment, on en est au point où on a du mal à trouver de nouveaux benchmarks parce que dès qu'on en met un en place, les intelligences artificielles atteignent le niveau humain très rapidement sur chaque benchmark. Donc il y a ce phénomène d'accélération en ce moment. Et en parallèle, ces systèmes sont ce qu'on qualifie de boîtes noires. Donc ça a déjà été pas mal expliqué. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le paradigme actuel, ce sont les réseaux de neurones profonds. Et les réseaux de neurones profonds, c'est des systèmes qui apprennent automatiquement à partir d'immenses bases de données, sans qu'on comprenne vraiment ce qu'ils ont appris, sans qu'on ait de fiabilité, de garantie sur le contrôle.
Et du coup, le domaine de la sécurité de l'IA a travaillé sur l'identification de toutes sortes de risques qui peuvent apparaître et qui ont déjà commencé à apparaître à cause de ces intelligences artificielles. Donc j'ai essayé de faire c'est une classification qui existe de ces différents risques. On peut les classifier en utilisation malveillante, les risques systémiques et le désalignement. Je vais essayer de vous donner juste quelques exemples rapides. Je ne vais pas m'attarder trop dessus parce que je pense que Patrick a déjà fait un excellent travail. Donc, parmi les utilisations malveillantes, quelque chose qui est extrêmement préoccupant en ce moment, c'est le domaine de la cybersécurité. Alors, il faut savoir que le cybercrime coûte à la société par an plus que la capitalisation en bourse des GAFAM. En 2023, c'était 11 trillions, pardon, c'est des trillions, 11 trillions de dollars qui ont été dérobés à la société par le cybercrime. Et c'est en augmentation accélérée, disons. Là, vous avez une courbe qui vous montre le progrès de ce chiffre de 2018 à 2023. C'est extrêmement préoccupant. Et il faut savoir que l'IA amplifie déjà ce phénomène. Donc, en ce moment, les cybercriminels utilisent tous les outils auxquels ils ont accès. On a des attaques de phishing qui deviennent de plus en plus sophistiquées et automatisées en utilisant des LLM. Les cybercriminels commencent à utiliser des outils qui permettent de cloner la voix et l'image d'un humain dans leurs attaques. GPT-4 est déjà à un niveau de compétence en piratage informatique qui est très préoccupant. Donc on peut s'attendre à ce que ce risque soit amplifié par le progrès en intelligence artificielle. Bon, il y a beaucoup d'autres risques d'utilisation malveillante, les deepfakes, le bioterrorisme. Je vais passer directement à la deuxième catégorie de risques, qui sont les risques systémiques. Donc Anne en a aussi couvert quelques-uns. Les algorithmes de recommandation ou les intelligences artificielles de recommandation sont extrêmement préoccupants et ont déjà causé des dégâts énormes à la société. Je vous recommande d'aller regarder les Facebook Files qui ont été publiés par le Wall Street Journal autour de 2021 et qui ont analysé les impacts que Facebook a sur notre démocratie, sur les adolescents. En bas, c'est une étude de Amnesty International qui a analysé l'impact que Facebook a eu dans un génocide, dans ce cas-là, en amplifiant les messages de haine. Facebook a amplifié le génocide. Ça s'est retrouvé aussi en Éthiopie, où il y a eu 500 000 morts, des massacres de masse en Inde qui ont été amplifiés par ces algorithmes. Donc il y a déjà un vrai problème qui ne peut que s'exacerber en développant ces systèmes. Ensuite, il y a les risques qu'on appelle de désalignement. Alors là, c'est vraiment l'idée qu'on est en train de créer des systèmes de plus en plus puissants, de les connecter à de plus en plus de notre infrastructure. Donc on donne accès à Internet, à ces systèmes, etc. Et ces systèmes, on n'a pas de garantie sur leur contrôle. Et on est en train de les créer de façon de plus en plus autonome. Le paradigme dans lequel on est en train d'entrer en ce moment, c'est celui des agents autonomes, donc des intelligences artificielles qui tournent en continu, qui prennent de plus en plus de décisions automatiquement et qui contrôlent de plus en plus de choses. Plus on donne de pouvoir à ces systèmes, plus il va y avoir de dégâts quand on va perdre le contrôle. Donc voilà, j'ai essayé de faire un très bref aperçu des problématiques de la sécurité de l'IA. Je vous conseille d'aller voir le site web du Centre pour la sécurité de l'IA, sécurité-ia.fr, qui a un panorama des risques que je trouve excellent. Mais revenons du coup à cette image de départ. Alors, la raison pour laquelle je trouve qu'elle est emblématique de ce qui se passe en ce moment, elle va devenir un peu plus claire. Si on regarde les vues de monsieur Yann Lequin, on peut s'attendre, on est en droit au moins de s'attendre à ce qu'il ait des arguments très, très solides, qu'il soit peut-être basé sur des années de recherche pour contrer précisément tous les risques qui ont été identifiés par la recherche en sécurité de l'IA depuis les 10 dernières années. Mais ce n'est pas le cas. En fait, il n'y a pas grand-chose. On peut résumer en gros ces arguments. Et en fait, bon, je fais un peu un amalgame, mais il faut savoir que Yann Lequin est la figure emblématique des détracteurs de la sécurité de l'intelligence artificielle en ce moment. C'est pour ça que je m'intéresse particulièrement à ces arguments. Donc ces arguments principaux, ça va être qu'il s'attend avec une grande certitude à un arrêt imminent du progrès en intelligence artificielle, parce qu'il pense que le paradigme actuel n'est pas le bon.
Alors, ça se défend. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai montré avant, de façon empirique, en ce moment, on est dans une phase accélérée. Alors, bon, il y a des arguments conceptuels qui permettent peut-être de dire que ça va s'arrêter. Mais on devrait quand même réfléchir à ce qui se passe si ça ne s'arrête pas. Un autre problème avec cet argument, c'est que qu'est-ce qu'il en est des modèles qui existent actuellement, des technologies qui existent actuellement et qui ne sont pas encore implémentées, et dont on peut suspecter qu'elles vont faire de gros dégâts dès qu'elles sont implémentées. Le deuxième argument qui se retrouve beaucoup, c'est que le progrès technologique globalement a toujours été bénéfique pour l'humanité, et donc on peut s'attendre à ce que l'invention de l'intelligence artificielle soit aussi bénéfique pour l'humanité. Alors, comment dire ? Déjà, c'est faux. Enfin, c'est faux dans le sens où ça n'a pas été toujours bénéfique pour l'humanité. Je ne vais pas donner trop d'exemples, mais juste l'existence de bombes nucléaires, ça devrait être un indice que peut-être qu'il y a des technologies qu'il faudrait mieux pas inventer. Mais aussi, c'est un argument qui passe complètement à côté des spécificités de la situation actuelle. C'est-à-dire, on prend une classe de référence, on regarde quelque chose qui s'est passé dans le passé qui était vaguement analogue à ça, et on en déduit quelque chose. Ce n'est pas un argument très sérieux. On voudrait voir plus d'études à ce sujet. Alors, donc la raison pour laquelle j'introduis avec ces personnes, c'est parce que M. Yann Lequin est un membre de la commission de l'intelligence artificielle. Donc c'est une commission, c'est un organisme consultatif qui a produit un rapport qui s'appelle le rapport de la commission de l'IA, que voici. Qui s'appelle IA, notre ambition pour la France. Et ce rapport a pour objectif de déterminer, d'orienter la politique nationale en matière d'intelligence artificielle pour l'avenir. Donc c'est un document qui a quand même une importance stratégique assez capitale au moment où on a des investissements aussi massifs dans l'intelligence artificielle. Et ce document, c'était un peu, comment dire, c'est un exemple du manque de sérieux des détracteurs de la sécurité de l'IA. Donc la plupart des membres de la commission de l'IA, qui sont une quinzaine, ils sont 15, ne croient pas, donc se mettent en opposition en général aux conclusions de la sécurité de l'IA. Et ils ont produit ce document. C'était un petit peu une occasion en or pour eux d'expliquer leurs arguments, d'expliquer les raisons pour lesquelles on ne devrait pas considérer ces risques, de présenter vraiment leurs contre-arguments. Et à la place, on se retrouve avec un document de 130 pages qui est rempli de lacunes, qui minimise les risques et qui parfois les écarte totalement sans aucune justification. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de travailler sur une contre-expertise approfondie de ce document. Alors, qui sommes-nous ? Donc, Gilles a fait une présentation très rapide, mais je vais en rajouter une petite couche. Donc, nous sommes POSIA, une association citoyenne bénévole. En ce moment, nous sommes une dizaine de membres, dont la plupart sont dans la pièce. Nous sommes la branche française d'une autre association citoyenne bénévole internationale qui a été fondée aux Pays-Bas il y a à peu près 1 an et demi. Et notre mission, c'est de demander un traité international pour mettre en pause la recherche dans les systèmes d'intelligence artificielle les plus dangereux, jusqu'à ce que l'on ait une meilleure compréhension des risques qu'on est en train de prendre. Ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. En tout cas, la compréhension qu'on en a, c'est qu'il y a des risques immenses qui dépassent largement les bénéfices. Donc on voudrait qu'on ne développe pas ces systèmes jusqu'à ce qu'on puisse avoir au moins des garanties sur le fait que la balance bénéfice-risque est en notre faveur. Quelque chose que je tiens à préciser, c'est qu'on n'est pas technophobe. En fait, on n'est même pas anti-intelligence artificielle. On reconnaît que cette technologie peut avoir des bénéfices immenses pour l'humanité si elle est implémentée de façon responsable et réfléchie. On considère qu'en ce moment, elle n'est pas du tout implémentée de façon responsable et réfléchie. Alors, on s'intéresse à l'entière panoplie des dangers qui sont mis en avant par les chercheurs en sécurité de l'IA. J'en ai mis quelques-uns ici, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Donc ça inclut les risques existentiels, mais ça ne s'y limite pas. Donc voilà, j'ai mis les armes autonomes, la surveillance de masse, la cybersécurité, la désinformation.
Tout ça, ce sont des préoccupations que nous avons. Et nous sommes actuellement... Donc, l'idée, c'est qu'on on essaye d'être le relais de la recherche en sécurité de l'IA. Et pour ça, nous sommes en train de mettre en place un conseil scientifique qui va nous aider à rester à jour avec les dernières recherches, à faire en sorte que notre communication représente toujours bien le milieu de la sécurité de l'IA. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées dans cette salle, on cherche voilà, des experts en intelligence artificielle, en sécurité de l'intelligence artificielle, en éthique de l'intelligence artificielle. Et donc, dans cet esprit, nous avons écrit cette contre-expertise au rapport de la commission de l'IA, qu'on a appelé ironiquement « IA, nos craintes pour la France ». Donc, tout d'abord, un petit remerciement, parce que ça a été un travail immense, des centaines d'heures de travail. Donc, c'est un document de 60 pages, enfin, de 60 pages d'analyse, plus 10 pages d'annexes et 30 pages de bibliographie. Donc voilà, je tiens vraiment à remercier du fond du cœur nos bénévoles pour avoir fourni tout cet effort, et aussi tous les experts qui ont relu notre travail, qui l'ont corrigé, qui l'ont validé, qui l'ont soutenu. Donc merci beaucoup du fond du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on reproche exactement au rapport de la commission de l'IA? On va essayer de faire simple. Je ne vais pas pouvoir dire tout ce qu'on a. Je vais pas pouvoir représenter tout ce qu'on a écrit là-dedans pendant cette présentation. Pardon. Donc les critiques principales que nous faisons, c'est que tout d'abord, il y a une omission totale du domaine de la sécurité de l'IA et des avertissements des experts en intelligence artificielle sur le sujet. Il y a aussi une absence totale d'anticipation des développements de l'IA. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce rapport de 130 pages, chaque recommandation, chaque analyse qui a été faite est basée sur une hypothèse implicite que le progrès en intelligence artificielle s'arrête à peu près au niveau de GPT-4, donc quelque part l'année dernière. Il n'y a pas de mention, par exemple, du changement de paradigme qui est en train de s'effectuer en ce moment, où on commence à créer de plus en plus d'agents entièrement autonomes qui posent de toutes nouvelles classes de risques. Et évidemment, ça donne lieu à une minimisation des risques, puisque les risques sont amplifiés par le progrès. Donc, il y a une minimisation systématique des risques, mais il y a en plus une sélection biaisée des données et une rhétorique trompeuse. Alors, je vais donner quelques exemples pour être un petit peu plus précis et vous donner une idée de ce que ce rapport contient. Donc, un exemple intéressant, c'est le traitement par le rapport de l'impact sur l'emploi. Alors, la Commission essaye deux approches différentes pour estimer l'impact que l'intelligence artificielle peut avoir sur l'emploi. La première approche est qualifiée de non concluante à la fin. 2 phrases plus tard, elle est qualifiée comme démontrant un effet positif sur l'emploi. C'est un peu comme si 2 personnes différentes avaient écrit ces 2 phrases sans se coordonner. La deuxième approche considère 2 études différentes, 2 études scientifiques qui ont été faites, bon, pas scientifiques, pardon, 2 études qui ont été faites sur l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur l'emploi. L'une de ces études qui a été réalisée par le FMI présente des conclusions que je qualifierais d'alarmantes d'un remplacement potentiel de 30% du travail humain par des machines. Mais cette étude est juste ignorée dans le reste du texte. Et encore une fois, on oublie ça et on décide que l'impact de l'intelligence artificielle va être positif sur l'emploi. Ensuite, pour la cybersécurité, bon, c'est assez rapide de faire un panorama de ce qu'il y a dans ce rapport parce que le mot cybersécurité est mentionné 2 fois et les risques sont juste balayés sans aucune justification, sans aucune référence à aucun papier, en ignorant toute la recherche qui a été faite sur ce sujet. Bon, quand on en vient aux risques existentiels, ils sont tournés en dérision. Je conseille d'aller lire la section « Faut-il avoir peur de l'IA ?» dans le rapport de la Commission, qui commence par le mot « non ». En fait, il n'y a pas spécialement besoin de lire les deux pages suivantes, mais l'argument principal, c'est que quand l'électricité a été développée au début du XXe siècle, les gens en ont eu peur et ils ont eu tort. Donc voilà, c'est similaire à maintenant. Les gens ont peur de l'IA.
on n'a pas de raison de s'inquiéter. Alors, donc voilà, on a à peu près 60 pages d'analyse, et en fait, ce n'était pas suffisant pour couvrir tous les problèmes qu'on a trouvés dans ce rapport, mais au bout d'un moment, on n'avait plus vraiment de temps. Bon, c'est comme ça. Alors, on peut s'interroger, enfin, on peut se poser la question, comment c'est possible qu'un rapport qui soit d'une importance stratégique aussi capitale pour le pays présente de telles lacunes et un manque aussi marqué de rigueur scientifique? Eh bien, en fait, on a aussi analysé la composition de la commission et on a mis en avant, bon, déjà un manque de diversité. Donc sur 15 personnes, sur 15 membres de la commission, il y a 10 représentants de l'industrie. Il y a 0 représentant du domaine de la sécurité de l'IA. Mais surtout, de façon plus préoccupante, d'énormes conflits d'intérêts. Donc voici les 3 conflits d'intérêts majeurs que nous avons identifiés. Tout d'abord, il y a Yann Lequin, qui fait partie de cette commission, qui est une personne extrêmement influente dans le domaine de l'intelligence artificielle, et qui est directeur de la recherche chez Meta, qui, ça je pense peu de gens le savent, qui décrit lui-même son rôle comme évangéliste externe. Meta, qui produit des modèles d'intelligence artificielle de pointe, qui a tout intérêt à ce qu'il n'y ait aucune régulation du secteur et qui lobby en conséquence dans ce sens-là. Ensuite, nous avons Arthur Mensch, le PDG de Mistral, qui est une start-up française qui a été propulsée sous les projecteurs récemment, qui a récolté des investissements incroyables, qui lui aussi a tout intérêt à ce qu'il n'y ait aucune régulation du secteur. Et enfin, nous avons Cédric O, qui était un ancien secrétaire d'État chargé au numérique, qui est aussi cofondateur de Mistral, et qui a des investissements dans Mistral qui ont été évalués à 23 millions d'euros, et qui a lui fait du lobbying actif anti-régulation pour l'intelligence artificielle pour favoriser sa compagnie. Alors, peut-être encore plus préoccupant, nous avons relevé des actions et des opinions problématiques par ces personnes. Donc quelque chose qui est passé pas mal sous les radars, ça a été une audition récente de Arthur Mensch devant le Sénat français, où il a fait un certain nombre de déclarations trompeuses. Donc celle-ci, je cite, « On parle de logiciel, il n'y a pas de changement, c'est un langage de programmation, personne ne se fait contrôler par son langage de programmation ». Bon, je vous conseille de lire notre contre-expertise si vous voulez comprendre pourquoi c'est du n'importe quoi, mais disons juste que si quelqu'un m'avait sorti ça en entretien d'embauche dans mon équipe de deep learning, je l'aurais remercié immédiatement. Ensuite, il y a l'exemple de la lettre au président des États-Unis qui a été signée par Arthur Mensch et Lequin. Donc, cette lettre contient une déclaration qui est, disons, erronée. Elle contient la déclaration que s'il y avait un problème de contrôle des intelligences artificielles, alors là je ne cite pas exactement parce que ma mémoire n'est pas la meilleure, mais en gros l'idée c'est s'il y avait un problème de contrôle des intelligences artificielles dans le passé, il y a eu des avancées récentes dans le milieu de l'intelligence artificielle qui ont résolu ce problème. Alors ça, il faut savoir que c'est juste complètement faux. Et beaucoup de chercheurs justement en interprétabilité, en contrôle des intelligences artificielles ont réagi vivement. Vous pouvez aller voir les citations dans notre rapport, dans notre document. Donc voilà, on a une déclaration complètement trompeuse qui a été mise dans une lettre qui a été envoyée au président des États-Unis. Ensuite, il y a l'exemple du lobbying de Cédric O, qui n'est pas passé complètement inaperçu. Donc Cédric O a fait du lobbying pour essayer de faire capoter le projet de loi de l'Union européenne. Ça a été relevé par Mediapart, ça a été relevé par pas mal de journaux spécialisés. À l'issue de ça, il a été interdit d'exercer toute activité de lobbying pendant 3 ans par la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique. Et du coup, ouais, je me demande pourquoi il était dans la commission après ça, mais bon, c'est comme ça. Alors, évidemment, voilà, je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande vraiment d'aller lire notre document. On a vraiment tout bien essayé de tout référencer, et on a une bibliographie qui fait 30 pages. Donc tout est vérifiable, tout ce que je dis. Alors, nos recommandations. Donc, ce qu'on recommande, c'est tout d'abord de produire un addendum à ce rapport qui va traiter spécifiquement des risques de l'intelligence artificielle. Voilà. S'il n'y a pas de risque, au moins qu'on nous explique pourquoi, au moins qu'on ait des contre-arguments
à tout ce qui a été avancé par la sécurité de l'IA depuis une dizaine d'années. Pour produire cet addendum, on demande à ce qu'on exclue les conflits d'intérêts. C'est-à-dire que, bon, évidemment, des gens comme Yann Lequin, des gens comme Arthur Munch, ils ont un savoir immense, on ne veut pas s'en priver, mais ils devraient avoir un rôle consultatif, ils ne devraient pas avoir un rôle décisionnel dans ces affaires, parce qu'ils ont des conflits d'intérêts immenses. Et on voudrait aussi que les experts en sécurité de l'IA soient consultés. Tous les experts en sécurité de l'IA auxquels nous avons parlé pour produire ce document n'ont pas été consultés par la commission, qui fait comme s'ils n'existaient pas. Et finalement, et peut-être encore plus important, on voudrait essayer d'ouvrir un débat public, mais un débat qui soit transparent, qui soit scientifique et qui soit démocratique. Je crois vraiment en l'importance du débat et de la communication du potentiel d'un débat qui ne soit pas un débat politique, qui ne soit pas un débat sophiste, mais qui soit un débat entre scientifiques où on répond vraiment aux arguments plutôt que de les contourner. Et je pense que c'est vraiment ce qui manque dans ce milieu en ce moment. On a des gens qui se permettent de dire des énormités sur l'intelligence artificielle en public et personne ne les corrige. On a l'utilisation d'attaques ad hominem dans tous les sens. Donc il faudrait vraiment que ça cesse. Et puis, voilà, je vais juste prendre un moment pour vraiment m'adresser à vous. Donc, pourquoi est-ce que je suis là en ce moment et pourquoi est-ce que je ne suis pas en train de travailler sur le sujet qui me passionne depuis que j'ai environ 15 ans? Pourquoi je ne suis pas en train de créer de nouvelles architectures de réseaux de neurones comme je faisais avant? Parce que, à un moment, j'ai décidé de confronter la réalité. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'arguments qui sont là et que j'étais en train d'ignorer parce que c'est quand même plus simple de vivre dans un monde fantasmé, un monde un peu fictif où les choses se passent bien et où on a vraiment foi en le fait que les choses vont continuer à bien se passer. Mais en fait, les choses ne se passent pas bien par défaut. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent en sorte que ça se passe bien. Et je me suis rendu compte que si moi-même, qui travaille en intelligence artificielle, je ne commence pas à montrer l'exemple en alertant sur ces sujets, etc., comment est-ce que je peux m'attendre à ce que les choses se passent bien? Comment est-ce que je peux m'attendre à ce que le monde change dans la bonne direction? Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là en ce moment. Et j'ai de l'espoir. Je pense que voilà, le travail qu'on a pu produire avec environ une dizaine de bénévoles, donc sans financement. Bon, le seul financement qu'on a eu, c'est pour cette conférence. Tout le reste du travail a été fait entièrement bénévolement. Je pense qu'il y a vraiment de l'espoir. Je pense qu'on peut vraiment faire ouvrir les yeux au monde sur ce qui est en train de se passer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on peut modifier tous ensemble la trajectoire vers quelque chose qui est un petit peu plus prometteur pour l'humanité. Donc voilà, merci beaucoup. Et s'il y a des questions.